Hello bonjour, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo sur les termes de l'intelligence artificielle parce que c'est des termes qui sont souvent très utilisés, intelligence artificielle, machine learning, deep learning, système expert, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, c'est une présentation que j'ai pu faire il y a peu dans une conférence à l'ISEG sur les enjeux de l'IA au service du marketing. J'ai introduit cette conférence en donnant les termes de compréhension de l'intelligence artificielle pour que les personnes aient toutes les notions clés en main pour comprendre toutes les autres présentations. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous demande de vous abonner à cette chaîne afin qu'elle grandisse et que toutes les vidéos rayonnent plus largement. Si vous aimez mes contenus et que vous voulez me soutenir pour créer toujours plus de contenu, n'hésitez pas à faire un don sur mon Tipeee. Vous êtes prêts pour en apprendre plus sur les différents termes de l'intelligence artificielle? Allez, c'est parti! Donc on va commencer directement avec la définition de l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est le fait de créer un programme qui va résoudre une tâche qui était normalement assignée à l'humain. Donc en fait c'est très large l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas neuf car ce terme a été utilisé pour la première fois dans la conférence d'Artmouth dans les années 1950. Donc à la base dans ces années-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il créait des systèmes experts. Donc en fait, les systèmes experts, c'est des systèmes qui marchent avec un certain nombre de règles, un certain nombre de règles logiques qui ont été implémentées par des développeurs et qui, en fonction des cas du problème, va donner des solutions. Pour créer un système expert, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un expert du domaine qui avait l'habitude de résoudre ce genre de problème et un développeur. L'expert expliquait comment lui résolvait ce problème et le développeur avait pour rôle de transcrire les règles utilisées par le développeur pour les implémenter informatiquement. Une fois que l'on avait donc acquis le savoir, qu'on avait créé le modèle d'inférence et les règles, on pouvait créer du coup un programme d'intelligence artificielle qui, en fonction des cas, nous donnait les réponses pour résoudre ce problème. Ça a été utilisé dans ces données-là sur plusieurs applications, par exemple le diagnostic d'analyse de sang, le diagnostic de panne de voiture, la vérification des systèmes d'avion avant le décollage, pour savoir si tout était requis pour le décollage. On peut voir pour un système d'avion, c'est un circuit fermé, donc on va toujours vérifier les mêmes choses. Donc une fois qu'on a écrit toutes les règles, il est facile de créer un programme qui va vérifier toutes les règles à chaque fois avant chaque décollage. Ensuite, ça a été utilisé pour la télémédecine avec un résultat très mitigé et sur les chaînes de montage automatisées. C'était vraiment le début de l'intelligence artificielle, donc il y avait forcément du coup des pour et des contre. Les pour, c'est qu'en fait on avait une implémentation du sens commun. C'est-à-dire qu'en fait, comme on va partir de l'expert de comment il résout ce problème, on arrivera à implémenter le sens commun, comment l'expert réfléchit pour résoudre ce problème. Ce type de méthodologie est performant sur les systèmes fermés. Donc ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, les vérifications d'un système d'avion avant le décollage, on va vérifier tout le temps les mêmes systèmes de la même façon. Une fois qu'on a listé toutes les règles et qu'on a les règles performantes pour chaque dispositif, on a un modèle performant. Les modèles sont interprétables, ça veut dire qu'on peut regarder le modèle et savoir pourquoi il est pris sur décision et sur quoi il s'est basé, pour pouvoir lui faire confiance. Il n'y a pas que des choses bien dans cet algorithme. C'est long à mettre en place, c'est-à-dire qu'imaginons que l'on travaille sur un problème compliqué, il faut lister toutes les règles pour résoudre ce problème. Et des fois, il peut y avoir des milliers de règles pour résoudre un problème. Donc ça peut être très long à mettre en place. C'est difficilement maintenable. Ce modèle est clair quand on a très peu de règles, mais quand on a des milliers de règles, il est très difficile d'être maintenable, de savoir que des règles ne vont pas rentrer en conflit, etc. Et de plus, imaginez qu'on travaille sur un environnement ouvert, par exemple, on travaille sur des clients pour un ciblage marketing. Le client ne va pas avoir les mêmes comportements d'une année sur l'autre. Donc d'une année sur l'autre, on ne va pas avoir les mêmes règles. Donc il faudra avoir à temps plein un développeur et un expert qui continuellement regarde ce qui se passe dans l'environnement, crée de nouvelles règles et mettre à jour toutes les nouvelles règles du système expert. Il faut voir que c'est un travail énorme pour une performance qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et on a un dernier problème, c'est l'approche biaisée. Vu qu'on va utiliser l'approche d'un expert pour résoudre un problème, on a une approche du coup biaisée par comment cet expert résout le problème. Peut-être qu'il n'utilise pas la meilleure solution, et peut-être qu'il y a d'autres façons pour résoudre ce problème que l'expert ignore. On va avoir une deuxième définition qui nous permet de pallier à certains de ces problèmes, qui est le machine learning. On ne va plus demander à un expert comment il résout ce problème pour créer des règles en dur dans un algorithme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des données sur un problème qui a déjà été résolu. On va demander à l'algorithme de trouver lui-même les règles à partir de ce jeu de données sur comment résoudre ce problème le plus efficacement possible. Donc c'est le machine learning, on apprend directement des données. Quand aujourd'hui partout on parle d'intelligence artificielle, en fait on parle de machine learning, qui est du coup le sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui le plus utilisé. Et quand on parle de machine learning, il y a plusieurs apprentissages dans le machine learning, et aujourd'hui le plus utilisé et le plus industrialisé, c'est les modèles d'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est quoi?
c'est que l'on va avoir une partie de variables explicatives, donc comme je vous l'ai dit juste avant, ces variables explicatives, c'est par exemple, imaginons que l'on veut résoudre un problème de la prédiction de prix d'appartement. Les variables explicatives, ce sera les caractéristiques de l'appartement. Le nombre de chambres, est-ce qu'il y a un garage ou non, et la surface de cet appartement. Et on va aussi avoir une variable cible, c'est le prix de l'appartement pour lequel il a été vendu ou pour lequel il a été estimé par un expert. On va plus demander à un expert comment lui il estime le prix d'un appartement, on va peut-être lui demander par contre d'estimer les prix des appartements. L'algorithme va devoir jouer entre les différentes variables qui sont à sa disposition pour prédire le plus précisément le prix possible. Donc un expert faisait un peu la même chose, sauf qu'un expert, quand il va faire ça, il va se baser sur quelques variables, alors qu'un algorithme peut se baser sur des centaines de variables. L'algorithme peut repérer des petits patterns qui vont fluctuer le prix, alors que souvent l'expert, quand il va prédire le prix d'une maison, il va prendre en compte seulement 3 ou 4 grandes caractéristiques, 3 ou 4 grandes variables de notre problème pour le résoudre. C'est de cette façon que le machine learning arrive à être plus précis que l'humain sur certains problèmes parce qu'il prend en compte plus de variables. Il peut repérer plus de corrélations entre les variables explicatives et les variables cibles. Maintenant, on va voir un petit schéma pour savoir comment marche le machine learning et comment on l'applique. Donc on a nos jeux d'entraînement que l'on a vu juste avant. On va voir un algorithme d'apprentissage, comme on l'a dit, qui va regarder les corrélations entre les variables explicatives et le prix. Et cet algorithme va nous ressortir un modèle mathématique. Donc derrière, en fait, c'est seulement des mathématiques qui vont regarder les différentes corrélations entre les variables explicatives et les variables cibles. À ce modèle mathématique, on pourra donner de nouvelles données, et avec ces données, il pourra prédire l'estimation du prix, par exemple, de nos appartements, si ces données sont des caractéristiques d'appartements. Maintenant, vous avez vu comment se structure un projet de machine learning. Et là, vous allez me demander, mais comment l'algorithme apprend? Donc l'algorithme va faire un apprentissage par une minimisation d'erreurs. Alors, c'est un gros mot, mais on va voir avec un schéma comment ça marche. En fait, on va avoir certaines données. Ces données, on va le donner à un modèle mathématique avec des paramètres aléatoires. On va lui demander de prédire le prix de notre appartement Y. Notre modèle va faire une estimation Y chapeau de notre prix. Il va être totalement à côté du prix, vu qu'à la base, le modèle est paramétré aléatoirement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'erreur entre le prix que le modèle devait prédire et le prix qu'il a prédit effectivement. Et on va mettre à jour les paramètres du modèle pour que la prochaine fois qu'il voit cet ensemble de caractéristiques, il prédise le bon prix pour notre exemple. Et on va faire ça avec énormément de données. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'on va minimiser l'erreur à chaque fois pour que la prochaine fois que l'on donne un exemple avec certaines caractéristiques, il arrive à nous prédire assez bien le prix de notre maison. L'avantage avec ce type de modèle, c'est que l'on peut le mettre à jour facilement. Imaginons que l'on travaille sur du ciblage client. Le client change de comportement par exemple tous les mois. Donc tous les mois, on peut reprendre nos données de base client et entraîner un nouveau modèle qui sera toujours au plus proche du comportement client. On a vu que le machine learning a besoin de données pour faire des prédictions. Mais pas n'importe quelle donnée, on a besoin de données structurées. Imaginons que l'on travaille sur un projet en relation avec la médecine. Donc l'objet de l'étude, ce sera le corps humain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire des données de notre être humain pour le mettre dans notre modèle pour prédire par exemple s'il a un cancer ou non. Donc on va faire une batterie de tests, on peut le mesurer, on peut le poser, on peut prendre des radios, des IRM, on peut faire de l'imagerie médicale, on peut faire des biopsies pour regarder les différentes cellules et aussi on peut faire des prises de sang. Donc pour chaque individu, on peut donner son poids, on peut donner sa taille, c'est des données qui sont structurées. On peut le ranger dans un tableau Excel. Par contre, une image d'imagerie médicale, on ne peut pas, ce n'est pas structuré, on ne peut pas le mettre dans un tableau Excel. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire l'extraction caractéristique, c'est dire, on peut regarder et dire par exemple, est-ce que l'os est cassé ou non? Est-ce qu'il y a dans les poumons des nodules? Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre, et combien? Donc on peut mettre par exemple une variable nodule, on peut mettre 0 ou 1 s'il y a des nodules ou pas, fracture, 0 ou 1 s'il y a une fracture ou pas, et donc pour chaque exemple, donc on transforme cette donnée qui est non structurée en une donnée structurée. Pour les biopsies, pareil, on peut donner le nombre de cellules sur cette biopsie, on peut donner le nombre de cellules cancéreuses, est-ce qu'il y a une cellule cancéreuse ou non, donc voilà, c'est des données qu'on peut extraire, que l'expert peut extraire de ces données non structurées pour créer un jeu de données structuré. Et pareil, du sang finalement on peut rien en faire, par contre quand on analyse on peut regarder par exemple la glycémie, le taux de graisse, etc. Et donc ça donne des données qui sont structurées. Donc voilà, maintenant on sait comment s'entraîne un algorithme de machine learning, on sait qu'on a besoin de données structurées, et avec ces données structurées on peut résoudre deux types de problèmes. Le premier type de problème c'est la régression. Donc à partir de notre jeu de données,
on va prédire une variable continue. Par exemple, le prix d'une maison qui est une variable continue entre 0 et plusieurs millions d'euros. Et la classification. On a un jeu de données et on essaye de classifier chaque exemple dans une classe bien précise. Par exemple, est-ce que la personne a un cancer ou non? Classe 1, classe 0. Est-ce que sur cette photo, c'est un chat ou un chien? Classe chat, classe chien, etc. Donc pour créer nos modèles, on peut avoir recours à différents modèles d'apprentissage. On a des modèles des approches à base d'arbres, donc des bases arbres de décision, qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on faisait avec les systèmes experts, donc des systèmes de règles qui vont classifier nos données. Sauf que là, ces arbres sont faits automatiquement grâce à un algorithme d'apprentissage. Et des approches linéaires. Donc ces approches linéaires, ça sera des modèles mathématiques linéaires qui vont essayer de se rapprocher au plus de nos données pour résoudre les problèmes. Donc le machine learning, du coup, résout quelques problèmes du système expert. Le système expert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la connaissance des experts pour créer des modèles. Ici, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des données pour créer un modèle. Mais en fait, de ce modèle, on peut l'interpréter et apprendre de nouvelles connaissances pour enrichir les connaissances de nos experts. Je m'explique. Par exemple, on a un jeu de données, on a différentes variables pour prédire le prix d'une maison. D'habitude, les experts se basaient sur quelques variables. On va peut-être remarquer de nouveaux patterns dans les caractéristiques qui permettent d'avoir avec plus de précision de prédire le prix des maisons. Et comme ça, on apprend de nouvelles connaissances sur notre jeu de données que l'on ignorait jusqu'à présent. Ou par exemple, dans la médecine, on peut voir des corrélations, par exemple, entre différents gènes sur l'apparition d'une maladie ou non. Et ça, on ne s'était jamais rendu compte parce qu'on n'a jamais fait l'analyse. Comme on prend en entrée énormément de données, on peut voir des corrélations que l'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Les modèles restent interprétables, donc un arbre de décision, on peut regarder par quelles règles l'individu est passé pour avoir cette prédiction. Un modèle linéaire, on peut voir quelles sont les variables les plus prises en compte pour faire notre prédiction, donc c'est encore des modèles qui sont interprétables. Ils sont facilement maintenables, comme on l'a vu, dès qu'on a de nouvelles données, on peut entraîner de nouveaux modèles, donc dans le temps, on peut avoir une grande maintenabilité de nos modèles. Par contre, il y a encore des contres, c'est que les performances sont mauvaises sur les données non structurées, parce qu'on a vu les données non structurées, on devait extraire nous-mêmes des données de ces données non structurées. Par exemple, pour une radio, on peut voir est-ce que là c'est cassé ou non. On réduit une donnée très riche qui est une donnée non structurée d'une image à une variable oui ou non, est-ce qu'il y a une fracture. Et alors peut-être qu'il y a d'autres choses sur la radio qui sont très intéressantes et que l'algorithme n'a pas accès. On a aussi une approche biaisée parce que là, ce qu'on a dit, comme on va extraire nous-mêmes les informations des données non structurées, on va seulement extraire les données que nous basions pour résoudre ce problème. En se disant, bah voilà, nous on résout ce problème de telle façon en extrayant telle caractéristique des données non structurées. Du coup, on va extraire nous-mêmes les caractéristiques de données structurées pour aider le modèle à résoudre notre problème. Et ce qu'on peut avoir aussi, dans ces modèles-là, on a une perte du sens commun. Vu qu'on ne crée plus nos règles nous-mêmes, l'algorithme va créer des règles qui sont les plus optimisées pour résoudre un problème. Pour des exemples des fois très difficiles, il va savoir estimer avec précision le résultat, mais aussi parfois, du coup, pour des exemples très simples, il va complètement être à côté. Et on va voir notre dernière définition, qui est le deep learning. Le deep learning, c'est un mode d'apprentissage qui est basé sur les réseaux neuronaux. C'est un modèle d'apprentissage au même titre que les approches linéaires et les approches d'arbres que l'on a vu juste avant sur le machine learning. Donc le deep learning, c'est un modèle qui est intégré dans le machine learning, qui est lui-même intégré à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, par exemple sur l'analyse d'images, de sons, de textes, etc., en fait, on parle d'algorithmes de deep learning. Comme je l'ai dit, le deep learning se base sur des modèles de réseaux neuronaux qui sont copiés sur comment notre cerveau fonctionne. On va essayer de recoder artificiellement comment un neurone biologique fonctionne. Donc on a notre neurone biologique, il va y avoir un certain nombre de signaux en entrée, il va processer ce signal et il va le transmettre aux autres neurones du réseau. Notre neurone artificiel va prendre des variables en entrée, il va les multiplier à un poids qui est correspondant à cette variable, il va sommer tout ça, il va l'appliquer à une fonction sur ce résultat et il va transmettre cette information aux différents neurones. Individuellement, un neurone n'a pas de grande performance de prédiction, mais ensemble, dans un réseau, on arrive à avoir des modèles très robustes et très performants. Chaque couche de neurones va prendre des données, va transformer ces données en une nouvelle représentation, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle ça deep learning, parce que plus on avance du coup de couche de neurones en couche de neurones, plus on va transformer l'information, et plus on va créer de variables intéressantes, de nouvelles représentations de nos données d'entrée, pour mieux comprendre et mieux classifier et résoudre notre problème. La grande différence du coup entre le machine learning et le deep learning, c'est que le machine learning, comme on l'a vu, on a besoin d'une feature extraction, d'avoir une extraction de caractéristiques à la main avant d'utiliser un modèle de machine learning. Ici, le deep learning va faire la partie d'extraction de features automatiquement, en même temps que la classification.
Ça nous permet d'utiliser des architectures comme le CNN, Convolutional Neural Network, qui arrive à extraire automatiquement des features de nos images pour résoudre des problèmes de classification ou de régression. Donc imaginons là on voit un modèle de CNN, on a toute une partie qui va s'occuper de transformer nos caractéristiques d'une image en vecteur, et une partie qui va prendre ce vecteur-là et qui va résoudre notre problème. On se demande comment entraîner ce genre d'algorithme. Ça va être la même chose qu'un algorithme de machine learning. Au début, tout est aléatoire. On va essayer de prédire un résultat. Au début, comme c'est aléatoire, ça va être mauvais. On va calculer une erreur. Et on va se dire, pour avoir la bonne prédiction, qu'est-ce que j'aurais dû changer dans ma dernière couche de neurones? Et une fois ça, on va dire, maintenant qu'on sait ce qu'on doit avoir dans notre dernière couche, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre avant-dernière couche pour prédire la bonne solution dans notre dernière couche? Et ainsi de suite, on va remonter. On va changer tous les paramètres de notre réseau de neurones pour que la prochaine fois qu'on a cette image, on arrive à dire si c'est par exemple cette image un chien ou un chat. Et on va mouliner ça avec énormément d'exemples, et à la fin on aura un modèle bien paramétré pour résoudre le problème. Est-ce que sur cette image c'est un chat ou un chien? Pourquoi on parle beaucoup de deep learning aujourd'hui? C'est parce qu'on est dans l'ère du big data, on a énormément de données, et que le deep learning a de plus grandes performances sur des données qui sont énormes. Par rapport au modèle de machine learning traditionnel où finalement plus de données ne va pas forcément améliorer leur performance, sur des réseaux de neurones, plus on a de données, plus on pourra entraîner des réseaux profonds, et plus on a des réseaux profonds, plus on pourra avoir de performance sur notre modèle. Et à ce moment donné, on parle de normes de données labellisées qui des fois coûtent cher. Donc c'est-à-dire pour, mais imaginons on a besoin d'un million de données de chats et 1 million de données de chiens. Pour chaque image, il faudra une personne qui regarde est-ce que c'est un chat ou un chien sur l'image. Ça nous donne de nouvelles possibilités en fait d'utiliser des algorithmes de deep learning. Ça nous permet d'essayer d'utiliser le son. C'est par exemple comme ça que vous arrivez à dialoguer avec votre portable ou votre Google Home. La vidéo qui permet aux voitures autonomes de conduire dans les rues. Les images qui permet à Facebook de reconnaître vos amis sur vos photos Facebook. Ou qui permet à votre téléphone de déverrouiller votre téléphone en fonction de votre image. Ou le texte qui permet de corriger vos fautes sur votre téléphone. Ou qui permet de créer des chatbots qui vont parler avec vous. Ça permet aussi pour les entreprises d'avoir une vision 360 du client en prenant toutes les traces que vous laissez sur Internet par rapport à vos produits, de les processer et d'en apprendre plus sur les clients. Donc forcément, il y a toujours des pour et des contre. Les modèles sont bien plus performants. On a une extraction automatique des caractéristiques. Par contre, le problème, c'est que c'est une boîte noire, c'est-à-dire que on comprend comment l'algorithme fonctionne mathématiquement. Quand on lui donne un exemple, par exemple, est-ce que la personne doit avoir un prêt ou non, l'algorithme va très précisément dire oui ou non, mais il ne pourra pas nous dire sur quelle variable il s'est basé pour te dire si la personne a le droit à un prêt ou non. Par exemple, comme dans la banque, on est obligé de savoir pourquoi on accepte ou on refuse un crédit pour une personne. On ne pourra pas utiliser ce type d'algorithme. On a une paire du sens commun, comme pour le machine learning, de réussir à prédire des exemples très complexes mais se tromper sur des exemples très simples, et il demande une grande quantité de données pour résoudre des problèmes. L'apprentissage est long et complexe car on a besoin de beaucoup de données et une grande puissance de calcul pour entraîner ce type d'approche. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur data. Allez, ciao!